Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va débriefer l'étape 13 de ce Tour de France. On va essayer d'aller assez vite, comme ça vous aurez le débrief très vite uploadé. Puis on va faire un débrief chrono. Ça va nous rappeler un petit peu le contre-la-montre. On commence tout de suite avec les Français du jour. Les Français du jour, comme vous le savez sur un chrono, je ne vais pas vous parler du scénario, de ce qui s'est passé, vous faire un résumé de la course, on va juste parler chronomètre. Et donc on commence avec Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, vainqueur aujourd'hui, vainqueur, et ça, je peux vous dire que je ne l'avais pas vu venir. Sacré nom de Dieu. Alaphilippe, il nous a fait un chrono dantesque. Alors certes, par rapport au profil indiqué par ASO, je trouve que le chrono était un peu plus difficile, les côtes étaient un petit peu mal indiquées par rapport au profil de l'étape. Parce qu'il était pas simple. La première partie était pas simple. La deuxième partie était vraiment pour spécialistes. Après, Alaphilippe, il colle quand même 14 secondes à Geraint Thomas, dont 7 dans le dernier kilomètre. Alors, je sais bien qu'il y avait un petit radar de 200 mètres avec des forts pourcentages, mais quand même, sacré chrono d'Alaphilippe. On le savait moi, c'est pas une surprise pour moi qu'il est bon sur le chrono. À Paris-Nice, il en avait fait un il y a 2 ans ou 3 ans, où il avait fait un chrono très costaud également. Il avait pris le maillot jaune ce jour-là. Mais c'est pas un exercice qu'il travaille énormément, mais là, un sacré performance. Deuxième victoire d'étape pour lui. Deuxième, pardon. C'est surtout, alors je ne sais pas, mais depuis combien d'années un Français n'avait pas gagné un chrono sur le Tour de France? Ça doit remonter. Alors j'ai des doutes ça doit remonter à l'année où... ça va remonter à 96 ou 97. Je saurais pas vous dire qui. Mais ça doit remonter à cette époque-là avec un coureur de Castorama, je sais plus son nom, avec un spécialiste du chrono qui était anglais, j'ai oublié son nom, qui était tombé dans l'étape, qui avait abandonné le tour dès le prologue. Ça avait démarré sous le sec et ça avait fini sous la pluie. Mais je pense qu'il faut revenir à cette année-là pour avoir un Français qui gagne le chrono. Deuxième Français au top également, Pinot, 7ème de l'étape, à 49 secondes d'Alaphilippe, mais surtout à un peu moins, à 30 secondes simplement de Geraint Thomas. Et puis il a repris du temps également sur des grimpeurs, parce qu'à part Uran qui lui reprend du temps, sinon il reprend du temps à tout le monde, que ce soit des mecs comme Enric Mas, mais aussi des mecs comme Bernal, Landa, Fuglsang, même Richie Porte, je crois où il est dans les mêmes eaux que Richie Porte. Donc vraiment un très très gros chrono de Thibaut Pinot, qui en plus a dû le faire sans oreillette, ce qui est jamais facile parce que vous n'avez pas les temps de passage. Donc sacré perf également de Thibaut Pinot. Puis le troisième Français qui est là pour le général, qui lui a fait un mauvais chrono, c'est Romain Bardet, 39e à 2,26. Au général, il est 17e désormais à 5 minutes 46. Là, ça commence à faire beaucoup pour Romain Bardet. Pas vraiment dans le rythme. Je comprends pas le fait d'avoir pris 2 vélos. Parce que quand on choisit dans un contre-la-montre de faire un changement de vélo, c'est qu'on prend 2 vélos radicalement différents. C'est-à-dire un vélo traditionnel, genre une bicicletta tradizionale, comme je l'avais entendu une fois sur le Giro en italien, mais on prend un vélo traditionnel, c'est-à-dire un vélo de montagne classique qui vous permettra d'avoir une bonne position pour les grimpeurs et de relancer comme vous voulez. Et puis sur la deuxième partie, vous prenez un vrai vélo de contre-la-montre. Là, sur la première partie, il est parti avec un guidon de triathlète, avec un vélo qui avait l'air d'être un vélo de chrono classique. Alors peut-être que le braquet était plus petit, et il a changé, mais il a changé quasiment pour le même vélo, à part que le braquet avait l'air d'être plus grand. Donc je comprends pas l'intérêt d'avoir fait ce changement de vélo de la part de Romain Bardet. Je suis pas sûr que ça lui ait fait gagner beaucoup de temps, parce que c'est le seul coureur à avoir fait ça. Même dans son équipe, on n'a pas fait le test. En plus, vous perdez du temps parce qu'il y a l'arrêt, le temps de freiner. Alors ils l'ont fait sur un haut de montée, mais je suis pas sûr que c'était le meilleur endroit pour s'arrêter. Donc il y a le moment où vous freinez, le moment où il faut vous relancer, et le temps d'arrêt bien entendu pour changer de vélo. Donc ça fait quand même du temps, pas mal de temps de perdu à faire. Je suis pas sûr que Bardet ait gagné beaucoup à faire ça. Attaque de Marlou! On passe tout de suite au coureur au top, comme vous en avez l'habitude. On commence avec Geraint Thomas. Geraint Thomas, deuxième du chrono à 14 secondes. C'est dommage ce dernier kilomètre pour Geraint Thomas. Dernier kilomètre difficile, mais j'ai eu le sentiment qu'il s'est bien dépensé sur ce chrono, parce que c'est assez rare quand même à l'arrivée. Dans les 400 derniers kilomètres, il avait le maillot ouvert. Et sur un chrono, quand on sait que ça fait perdre de l'aérodynamie, c'est assez rare qu'on ouvre son maillot. Donc c'est-à-dire que la machine a bien surchauffé du côté de Geraint Thomas. Peut-être qu'il aura du mal même les jours où il y a de la canicule. C'est vrai que l'année dernière, on n'avait pas eu un temps extrêmement chaud. Je me souviens pas sur le Tour de France qu'il ait fait extrêmement chaud. Peut-être que je me trompe, je n'ai pas souvenir. Mais là, il pourrait faire très très chaud
ce week-end et surtout en début de semaine prochaine. Et donc pour Geraint Thomas, on va voir comment il va s'en sortir avec la chaleur. Dernier kilomètre difficile. L'avantage quand même pour lui de faire ce deuxième temps, c'est qu'il prend le leadership dans l'équipe face à Egan Bernal qui s'est raté. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il aura maintenant toute l'équipe à son service. Et qu'il est maintenant deuxième du général à 1 minute 26. Deuxième coureur au top, c'est Enric Mas. 9e, Enric Mas de l'étape à 58 secondes. Sacrée performance du coureur de la Deceuninck Quick-Step, du coéquipier de Julien Alaphilippe. C'est vraiment pas un spécialiste du chrono, Enric Mas, c'est un pur grimpeur espagnol. Alors certes, c'est un gabarit plutôt costaud pour un grimpeur, donc il doit pouvoir emmener pas mal de puissance, je pense, pas mal de braquets. Donc il n'a pas perdu de temps sur la deuxième partie, contrairement à beaucoup de coureurs. Mais sacré chrono quand même de la part de l'Espagnol, qui est maintenant 4e du général à 2,44. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Il prend le maillot blanc à Egan Bernal. Donc très très bonne journée pour la Deceuninck Quick-Step avec la victoire d'étape, le maillot jaune, le maillot blanc. Et puis pour lui, dans la suite de ce Tour de France, 4e, c'est vraiment bien. Le top 10 est totalement job pour Enric Mas. Et on sait que c'est un coureur qui finit bien en 3e semaine. Il nous l'avait prouvé l'année dernière sur la Vuelta. Donc il pourrait faire une sacrée performance, le coureur espagnol. Rigoberto Urán, 4e à 36 secondes. Là également, bonne journée pour Rigoberto Urán, qui finit dans le même chrono que Thomas de Gendt. Il a bien fini, Rigoberto Urán. Un petit peu comme Thibaut Pinot, c'est les coureurs qui ont perdu un petit peu de temps dans la bordure. Et puis lui, il avait perdu aussi du temps sur le contre-la-montre par équipe. La rébellion du franc-comtois, mais également du coureur colombien. Et en Colombie, on aime l'altitude. Tiens, demain, il y a le Tourmalet à 2100 mètres. Donc ça pourrait être important pour lui. Et puis au général, il se rapproche. 8e à 3,54. Voilà, comme Thibaut Pinot qui est 7e devant lui. Ils ont un petit peu de marge en plus pour attaquer sans forcément que derrière ça roule sur eux. Parce que ça les place quand même à plus de 2 minutes de Geraint Thomas. Mais voilà, ils vont peut-être s'allier avec d'autres coureurs pour tenter d'aller battre les Ineos cette année. On passe au bonnet d'âne. Rapidement les bonnets d'âne, on va faire tout ça en 1 minute, on va essayer de le faire. Eh bien Egan Bernal, 22e, 1,36, perd gros Egan Bernal. Déjà parce que c'est plutôt un bon coureur de contre-la-montre, je ne le voyais pas perdre 1 minute 36 aujourd'hui, je sais bien qu'il est colombien, mais il aime plutôt bien le contre-la-montre. Surtout que la première partie lui convenait bien. Après c'est vrai que sur la deuxième partie c'est un petit gabarit, c'est jamais l'idéal sur des longs bouts droits, mais sur la première partie c'était vraiment pour lui. Et pourtant il perd beaucoup de temps dans cette première partie parce qu'il a fait un chrono assez linéaire. Il perd le maillot blanc, là également c'est une mauvaise nouvelle. Et puis au général il est désormais 5e à 2 minutes 52, donc il perd un petit peu le leadership dans l'équipe, au moins le fait de pouvoir se battre à armes égales avec Geraint Thomas. Deuxième bonnet d'âne, Mikel Landa, 1,45, 24e au général, 24e de l'étape, pardon, et au général 18e à 6 minutes. Et surtout derrière Valverde désormais au général, donc pareil que pour Bernal, il perd peut-être le leadership dans l'équipe, il aura peut-être pas les coups des franches, enfin c'est surtout que Valverde va peut-être avoir un peu plus les coups des franches, alors qu'il avait beaucoup bossé dans l'étape de la Planche des Belles-Filles. Donc du côté de Movistar, c'est pas l'idéal pour Landa, on sait qu'il aime pas le chrono, on se souvient du Giro, mais où il perd la 4e place sur le dernier jour lors du chrono. Mais voilà, là encore une mauvaise journée pour Landa, en plus sa chute lors des coups de bordure, c'est vrai que ça le place désormais très loin, 6 minutes, dont 4,30 de retard sur Geraint Thomas, ça va être dur à remonter. Et puis on finit avec Jakob Fuglsang, 1,07 aujourd'hui de perdu pour le Danois, 12e. Il perd beaucoup de temps sur la fin de parcours, j'ai l'impression qu'il a un petit manque de fraîcheur. On sait qu'il était très en forme très tôt, sur Liège-Bastogne-Liège, il était en très grande forme lors des classiques d'avril. Il était en grande forme lors du Dauphiné Libéré qu'il a remporté. Est-ce que son pic de forme n'est pas passé? Est-ce qu'il n'est pas désormais dans une phase de méforme? Mais surtout, il manque énormément de fraîcheur sur la fin de ce chrono. J'ai des gros doutes sur la performance que pourrait nous faire Jakob Fuglsang sur la suite de ce Tour de France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour faire l'analyse de l'étape numéro 14, l'étape du Tourmalet. Et puis, demain soir, on fera le débrief de cette étape numéro 14. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.